Fabriqué par Binge Audio. Attention, cet épisode fait le récit de violences physiques et d'une tentative de suicide. Veillez à vous retrouver dans de bonnes dispositions pour l'écouter. Je me suis raccrochée à moi en premier parce que de toute façon je pouvais compter que sur moi toute seule. Et puis je me suis raccrochée à l'extérieur. J'avais toujours quelque part l'espoir que j'allais rentrer un jour chez moi. Il faut que je vive, il faut que je m'amuse. Pour le peu qui me reste, on ne sait pas combien de temps il peut nous rester. On a envie de vivre, Et j'ai envie de faire comprendre aux gens qu'on peut vivre de ça, qu'on peut s'en sortir. De se dire que cet événement-là n'a pas fait gagner l'adversaire, parce qu'on le voit un petit peu comme ça. On a envie de se prouver qu'on est plus fort que la situation. On va aller rechercher dans notre histoire de vie des moyens de pouvoir trouver la résilience. Et on se dit, mais comment on peut survivre à ça ? Parce qu'on a envie de vivre. J'adorais l'école, mais ça restait traumatisant. C'est-à-dire que pour aller à l'école, je prenais mes deux grandes sœurs par la main, chacune par une main, parce qu'elles pleuraient toutes les deux. Alors moi, j'étais fière de les accompagner à l'école. Mais je n'avais pas accès au bac à sable et à la balançoire parce que je ne savais pas du tout parler français. Et on me tirait les cheveux, J'étais assez maltraitée à la maternelle. Et je passais mes récréations à côté de la maîtresse sur le banc, voilà, sous le préau. Et je regardais les autres jouer. C'était pas terrible. Avec ce souvenir de la barrière de la langue, je me suis dit qu'il fallait impérativement c'est pour ça que j'ai été diplômée en secrétariat, mais je me disais qu'il fallait que je sois incollable en orthographe au fur et à mesure que je grandissais, et effectivement, c'est le cas aujourd'hui. J'arrive à détecter des fautes dans les courriers administratifs, donc c'est pas mal. J'ai acquis un bon niveau quand même. Mais ça me plaisait beaucoup l'école, ouais. J'aimais ça. J'étais un petit peu la confidente de beaucoup de filles, hein, parce que surtout après quand j'ai fait mes 2 années en comptabilité, j'étais la seule à avoir un petit ami qui avait une voiture. Donc tout le monde pensait que j'étais très évoluée dans ma vie personnelle, alors que c'était pas le cas, mais on me prenait pour la confidente de toutes, celle qui pouvait tout savoir, qui pouvait tout réparer, les peines de cœur, et en fait, je faisais ce que je pouvais, mais c'était assez rigolo quand même. J'avais une vie calme, sans angoisse particulière, avec des amis. J'aime sortir, j'adore danser. J'aime beaucoup la danse de salon, mais je danse beaucoup aussi le latino, les danses latino. Et c'était mon jour de prédilection, le jeudi. Je ne loupais pas un jeudi pour aller danser. Voilà, non, sans particularité, sans rien d'exceptionnel, quoi. C'était une routine. Donc c'était un jour de semaine. J'étais chez moi et ma sœur m'a appelée en disant qu'elle m'envoyait un ami à elle qui allait venir me faire la vidange de voiture. Cette personne, je la connaissais déjà, je l'avais vue 2-3 fois en présence de mes sœurs. Et il est venu effectivement l'après-midi faire la vidange de voiture. Il m'a apporté une cartouche de cigarettes, puisqu'à l'époque je fumais. Et il m'a dit « Tu as l'air déprimée. Qu'est-ce que ça te dit si je t'invite à prendre un pot ce soir? Je viens te chercher. » Bon, pourquoi pas. Mon fils était chez son père. Et il est venu me chercher le soir et il m'a dit « Écoute, le tabac que je fume, il n'y en a pas dans les bars. Donc je vais monter en prendre chez moi, mais il est trop dangereux pour toi que je te laisse dans la voiture. Donc tu vas monter, on en a pour 2 minutes. » Je me suis exécutée, pensant que j'étais pas en danger du tout. Et une fois là-haut, j'ai vu son appartement, sublime appartement. J'ai entendu la porte se fermer à double tour. Ce bruit de verrou, je l'oublierai, je pourrais pas l'oublier. Et il m'a proposé de prendre un verre. J'ai refusé. Il a insisté, j'ai demandé un verre d'eau.
Et il est arrivé avec ce verre d'eau. Il tenait le verre d'une main et de l'autre, il m'a fait décoller du fauteuil avec une grande gifle. Je me suis aussitôt relevée, j'ai couru autour de la table. J'ai cassé sa vitrine. J'ai balancé des chaises, tout ce qui me passait sous la main pour me dégager de lui. Et il m'a eu à l'usure, il m'a eu à la fatigue. Et là, mon cauchemar a commencé. Et durant 4 jours, dans toutes les pièces où il voulait m'emmener, c'était par les cheveux. J'avais mon corps complètement meurtri, j'avais pas le droit de me rhabiller, j'avais pas le droit de dormir sur un matelas, j'avais pas le droit de rien, ni boire ni manger. Et un jour, j'ai cru pouvoir échapper à sa vigilance. Et j'ai essayé de sortir, il a bloqué la porte il m'a bloqué, j'ai senti mon plexus s'enfoncer. Et j'avais déjà très mal aux côtes parce qu'elles étaient brisées. Et j'ai crié au secours, mais personne n'y est intervenu. Il m'a vite rentré dans l'appartement. Ce que je voudrais faire savoir à tous ceux qui peuvent écouter mon histoire, et qui se sont trouvés, et qui peuvent se trouver dans la même situation que moi, de ne pas crier au secours, parce que ça ne sert à rien, les gens risquent d'avoir peur. Il faut crier au feu, les gens ne veulent pas brûler, donc là on a plus de chances de faire sortir les gens pour qu'ils nous viennent en aide. Et il m'a roué de coups encore, et je croyais que j'allais mourir sur place. Je voyais pas comment m'en sortir, je savais que pour moi c'était la fin. Je savais que j'allais plus revoir mon fils, je pensais à lui. Et au bout du 4e jour, je l'ai tellement supplié en disant « Mais je ne dirai rien ni à mes sœurs, ni à quiconque. Mais laisse-moi partir. » Il m'a dit bizarrement, il m'a dit « C'est moi qui te ramènerai. » Il m'a laissé me rhabiller. Il avait mis mon manteau sur ma tête pour pas qu'on me voie, pour rentrer dans la voiture. Et arrivé pas loin de chez moi, il a freiné. Il a réaccéléré et à ce moment-là, j'ai sauté de la voiture, j'ai pu bondir de la voiture. J'ai roulé sur le bitume, j'ai couru à perdre haleine. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai aussitôt appelé ma sœur aînée. Elle m'a évidemment emmenée à l'hôpital, vite fait. Là-bas, on a testé des violences. Et voilà. Et dès le soir même, mes 2 sœurs y sont allées chez lui, pour voir pourquoi il avait fait ça, qu'est-ce qui s'était passé. L'une d'entre elles s'est trouvée avec il les a pas fait rentrer chez lui. Il les a frappées toutes les 2. L'une, il l'a bousculée, elle a eu le coccyx de fêlé. Et ma sœur aînée avec les 2 dents cassées devant. Sauf qu'à partir de là, on a reçu toutes les 2 des lettres de menaces, comme quoi il allait s'en prendre aux enfants. Aussi bien à mon fils qu'aux enfants de ma sœur. Et ma sœur, au bout du compte, m'a dit « Écoute, Sylvia, il va falloir que tu apprennes à vivre avec ça, parce qu'on ne peut pas mettre nos enfants en danger. » Et j'ai jamais, aux yeux de la société, été reconnue victime. Maintenant, cette personne-là est décédée. En fait, il est décédé environ 3-4 ans après cette séquestration. Et néanmoins, même s'il n'est plus de ce monde, pendant ces 3-4 années où il a vécu, bien, moi je vivais très mal. Donc c'est à peine une récompense pour moi de savoir qu'il n'est plus de ce monde. C'est un soulagement de savoir qu'il ne peut plus faire subir à d'autres personnes ce que moi j'ai enduré. Mais ce n'est pas une récompense parce qu'il n'a pas été puni de ce qu'il a fait. Il est simplement mort de sa maladie, mais il a bien vécu, et moi, très mal. Alors, ce qui est arrivé, c'est que quand on a une grande peur, une grande frayeur, et un traumatisme tel que je l'ai vécu, et j'ai fait une infection de la vésicule biliaire, sauf qu'elle n'a pas été diagnostiquée à temps.
J'ai été soignée pour un ulcère à l'estomac pendant plus d'1 an, alors que je n'ai jamais eu d'ulcère. Et l'infection de la vésicule faisant son chemin, j'ai été hospitalisée en urgence et j'ai été opérée en urgence. On m'a fait l'ablation. J'avais plus de 42 de fièvre et on m'a sauvée in extremis. Et justement, comme cette infection n'a pas été prise à temps, ça m'a infecté aussi tous les autres organes. L'estomac, le foie, les reins, une partie des poumons aussi. Tout était... et le pancréas. Et on m'a soigné tous les autres organes, mais sauf que le pancréas, c'est le seul organe vital qui ne se régénère pas. On peut enlever une pointe de pancréas quand l'infection est prise à temps, mais quand c'est trop tard, après, c'est trop tard. Et moi, maintenant, mon pancréas est complètement calcifié. Donc, avec une vie écourtée, les médecins m'ont bien prévenu que normalement, je ne devais pas passer le cap de mes 50 ans. J'en ai 57. Mais j'ai un traitement lourd tous les jours. Et avant même cette infection de la vésicule, ce qui s'est passé, c'est que suite à cette séquestration, je ne me suis plus supportée. J'étais brune, je me suis teinte en blonde. Je voulais plus me regarder dans une glace. Je me levais 4-5 fois dans la nuit pour me doucher. J'étais tout le temps sous la douche, jour et nuit. Je me lavais. J'étais jamais propre, en fait. À mes yeux, j'étais jamais propre. Et je me supportais plus. Et un soir, une voisine m'a dit « Sylvia, tu viens prendre un pot ?» Elle recevait des amis. Et j'ai regardé... je suis allée jusque devant chez elle. J'ai regardé la hauteur et j'ai vu qu'en bas, c'était du bitume. Elle habitait au 4e étage. Je suis montée, j'ai fait le tour de la table, j'ai fait la bise à tout le monde. Et j'ai dit « Je saute ». Et mon ami a juste eu le temps de me toucher le talon. J'ai sauté la tête la première. Et bien sûr, j'ai été dans le coma tout de suite. Donc, on m'a emmenée aux urgences. On ne savait pas si on allait pouvoir me sauver. Je m'en suis sortie avec toute la partie gauche du visage enfoncée. 17 fractures dans tout le corps. Et puis, on m'a opérée à plusieurs reprises. On me replongeait dans le coma. On me sortait du coma. Jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital sans même savoir combien de temps ni de jours j'avais été hospitalisée. J'avais plus la notion de rien. Suite à ça, moi qui travaillais sur informatique, j'ai perdu toute notion informatique. J'ai perdu le sens de l'orientation. Je me perds dans une boîte d'allumettes. J'ai perdu le sens de l'équilibre. Je peux plus faire de vélo, ni grimper sur une chaise, un escabeau, où j'ai tout de suite le vertige. C'est assez handicapant dans mon quotidien. Mais on apprend à vivre avec. J'ai eu, heureusement, ma petite sœur qui m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que je ne pouvais plus aller faire de courses toute seule. J'étais tétanisée. Alors, elle m'a réappris comme un enfant à qui on apprend à marcher. C'était pareil. Dès que j'allais en ville, elle me disait « Écoute, tu prends ton portable à la main. Si tu vois que tout à coup tu es en panique, tu t'approches d'une vitrine, tu regardes quelque chose qui te plaît, Je ne pouvais plus aller n'importe quel regard un peu que je voyais malveillant, même si ce n'était pas le cas. J'étais tétanisée, j'étais obligée de m'asseoir par terre en pleine place publique parce que tellement mes jambes tremblaient, mes jambes ne me portaient plus. Je tenais plus debout, en crise de panique totale. Il a fallu beaucoup de temps pour réapprendre à ne plus avoir peur, ne plus pouvoir faire quelque chose les gestes du quotidien les plus anodins, aller faire ses courses, aller chercher son pain, je ne pouvais plus. C'était traumatisant. N'importe quel regard qui se posait sur moi, masculin principalement, c'était traumatisant. Mais au bout de ces 2 ans, j'avais un ami, même au bout de 3 ans après cette histoire-là. J'ai eu un ami qui m'a... Je me trouvais aussi dans une situation financière un peu délicate, un peu compliquée. Et il m'a dit qu'il avait lui-même des amis qui faisaient de la location chez eux, qui louaient via un site de location.
Il m'a dit peut-être que ce serait bien pour toi financièrement que tu puisses faire ça. Moi, je n'en voyais pas, je m'en croyais pas capable. Et après mûre réflexion, je me suis dit que peut-être ce serait une thérapie pour moi de pouvoir accueillir des personnes chez moi. Alors j'ai fait installer un verrou dans ma chambre, dans la salle de bain, partout où j'ai pu pour pouvoir me barricader en cas de problème. Et depuis, ça fait maintenant plus de 6 ans que je fais ça et ça se passe très bien. Ça m'a aidée en fait. Le premier locataire que j'ai reçu chez moi, en fait, c'était pas un locataire, c'était un couple. J'étais en panique totale. J'ai failli annuler la réservation, trouver un prétexte pour ne pas les recevoir, parce que je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver, moi, malchanceuse comme je suis, sur qui je vais tomber, qui je vais recevoir, est-ce que ce sera des personnes gentilles, est-ce que ce sont des personnes malveillantes? J'étais dans le doute. Et quand ils sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés, au premier regard, leur sourire, ils m'ont tout de suite mise à l'aise. C'était très sympa, c'était une belle rencontre en plus, c'était vraiment une très belle rencontre. Et je me suis sentie, étonnamment, je me suis sentie à l'aise, j'avais pas de mauvais ressenti. Je les ai accueillis presque comme si je les avais toujours attendus, en fait. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai eu de bons retours, de bons commentaires. Comme si, je les ai reçus comme s'il ne m'était jamais rien arrivé auparavant. Comme si j'avais fait abstraction de ce traumatisme qui me poursuivait depuis des années. Ça s'est très bien passé. Je m'étais quand même enfermée dans ma chambre. J'avais fermé à clé. Durant mon sommeil, j'ai dit, on ne sait pas ce qui peut se passer, parce que j'étais pas complètement détachée de tout ce qui m'était arrivé. Mais j'ai dormi normalement, sans appréhension, sans crainte. Une seule fois en 6 ans, ça s'est mal passé, c'est-à-dire que le monsieur est arrivé seul. Donc il s'installe dans la chambre, je lui montre les commodités, tout ce dont il avait besoin, ce qu'il avait besoin de savoir, quoi, pour être bien. Et il m'invite à dîner le soir même. Et j'ai eu le réflexe de lui dire, de décliner son invitation gentiment, en lui disant, en inventant, j'ai eu le réflexe d'inventer que mon mari allait venir me chercher, qu'il était en déplacement, qu'il allait venir me chercher, qu'on dînait ensemble ce soir-là. Et tout à coup, le ton est monté et je suis sortie de chez moi et j'ai dû dormir dans ma voiture jusqu'à 5-6 heures du matin. Ça a réveillé quelques vieux démons, mais ça a été la seule fois vraiment où j'ai eu une mauvaise expérience dans les locations. On reçoit toujours des personnes toutes aussi différentes les unes que les autres, d'origines différentes, de pays différents, enfin de religions différentes. En fait, c'est tellement varié. Enfin, comment vous expliquer, c'est des personnes enrichissantes qui vous apportent toujours quelque chose de nouveau. Vous apprenez toujours de leur façon de vivre, de leurs coutumes, de leurs habitudes, de leur religion aussi. Et on s'enrichit, en fait, on voyage en restant chez soi. Parce qu'ils vous parlent de tout et de rien. Et puis, ils mettent à l'aise. Ce sont des personnes, c'est pas comme des personnes qui vont dans un hôtel où c'est très... voilà, on prend la clé, on dit merci, au revoir. Là, il y a un échange, il y a une communication. Il y a quelque chose qui se passe de magique qui fait qu'on se sent bien. Ce sont des gens... Je pense que les gens qui viennent chez l'habitant sont nécessairement des personnes qui aiment le contact humain, qui sont dotées de bienveillance. Et je reviens toujours avec ce mot bienveillance parce que c'est quelque chose dont j'avais tellement besoin, que j'avais besoin de ça justement pour être à l'aise, cette bienveillance. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a aidée à me reconstruire. Petit à petit, il a fallu du temps, évidemment. Mais, et encore aujourd'hui,
je ne suis pas complètement soignée parce que sinon je ne serais pas là en train d'en parler. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Oui. Aujourd'hui, je me sens libre dans un sens. Je me sens libre parce que libre de rester seule, définitivement seule. En fait, j'ai pris la décision de ne plus prendre de risques dans ma vie sentimentale, faire abstraction de ma vie sentimentale pour ne pas prendre de risques, en fait. On apprend à se reconstruire avec le temps, avec les amis, avec... On n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Si je veux m'intégrer dans la société et vivre, continuer à vivre malgré tout, je dois faire abstraction. Bon, de ma vie sentimentale, ça c'est sûr, c'est une décision définitive. Mais le fait de rencontrer des personnes et ne pas les laisser m'approcher, mais de leur parler, de les recevoir, ça ne me pose pas de problème. Oui, parce que je serais restée toute seule tout le temps, j'aurais eu en plus beaucoup plus de temps à me renfermer sur moi-même, replier sur moi-même, à cogiter, à repenser à ce qui m'était arrivé, que là, le fait de préparer la chambre tous les jours, laver, repasser, parce que je suis une repasseuse, je repasse tout, même les torchons, je repasse tout. Mais... voilà, à mettre la chambre nickel pour que les gens soient heureux, quand je les vois avec un sourire, que je lis les commentaires, la chambre est nickel. C'est une récompense au quotidien. Tous les jours, j'ai une récompense de la part de personnes différentes. Et ça immanquablement, on se relève. On se relève avec des personnes comme ça. Alors moi, on pourrait parler de yoga ou de choses comme ça, c'est pas du tout ce que moi je fais. Après, voilà, surtout ne pas hésiter à déposer plainte, mais aussitôt ne pas laisser traîner, parce qu'être connue victime, c'est déjà un pas vers la guérison. Et moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Bien s'entourer de personnes bienveillantes. Il faut pas moi, je l'ai fait, mais c'est facile à dire. Moi, j'ai pas pu aussitôt. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une petite sœur qui m'a aidée à me reconstruire, m'a aidée à me forcer à sortir de chez moi, ne serait-ce que pour aller chercher une baguette. Mais je ne pouvais pas, toute seule, c'était impossible. Mais voilà, il faut se faire violence, parce qu'après, au bout, on arrive à une reconstruction. Plus ou moins longue, on y arrive. Mais je me sens chanceuse, moi. Je me sens tout de même chanceuse parce qu'il y en a qui succombent, qui ne sont plus là pour en parler. Et moi, je suis encore là. Malgré mes cicatrices, mais je suis là. Et c'est pas rien, quoi. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené par Anton Stolper. Réalisation, Elisa Grenet. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse aprèslapluie@binge.audio ou sur le compte @aprèslapluiepodcast sur Instagram.